Yaorana et bienvenue dans Manava. La semaine passée, nous avons abordé la question de la prévention de la violence chez les jeunes. Aujourd'hui, nous parlons de ce qui arrive aux mineurs lorsqu'ils se retrouvent face à la justice. Avec nous sur ce plateau, j'accueille aujourd'hui Mélanie Tampia, qui est juge pour enfants. Bonjour. Liliane Valois, qui est directrice de la protection judiciaire de la jeunesse. Yolana. Christian Jon, qui est responsable circonscription Papété à la DSFE, donc la direction des solidarités de la famille et de l'égalité. Et Tilda Marou, qui est assistante sociale UEMO, pour Papété, l'unité éducative en milieu ouvert. C'est ça? C'est Tilda Marouhi et Yorana tout le monde. Et alors, je prie de m'excuser, donc c'est Tilda Maroui. Ravi de vous accueillir sur ce plateau tous les quatre. Liliane, on va commencer par qu'est-ce que la PJJ et quelles sont ses missions? La protection judiciaire de la jeunesse est un service de l'État, donc rattaché, dépendant du ministère de la Justice, donc directement géré par le ministère de la Justice, qui est présent sur l'ensemble des territoires de France, dont la Polynésie. Et en Polynésie, la protection judiciaire de la jeunesse, c'est à peu près une 50aine de personnes pour à peu près 650 jeunes suivis dans l'année, sur l'année 2022 par exemple. Et les missions principales de la protection judiciaire de la jeunesse, c'est de mettre en œuvre des décisions de justice, d'aider à la décision des magistrats pour qu'ils prennent des décisions concernant les jeunes. Et en Polynésie, la particularité, c'est que nos missions se limitent exclusivement à la prise en charge de jeunes auteurs de délits ou de crimes, et pas de jeunes victimes. D'accord. Mélanie, existe-t-il une justice spécifique pour les mineurs? Oui, tout à fait. Il y a un juge des enfants qui est un juge spécialisé qui a été institué effectivement pour la prise en charge de la mission autour des mineurs. Et le travail de juge des enfants, il est double, c'est-à-dire qu'il intervient dans le cadre de la protection de l'enfance dès lors que effectivement les mineurs sont en danger. Donc il y a des risques au niveau de leur santé, de leur sécurité, de leur moralité, de leur éducation. Donc on intervient au titre de la protection des mineurs pour aider justement à tous ces dysfonctionnements dans les familles. Et on intervient dans une double casquette qui est celui de la justice pénale au niveau des mineurs, c'est-à-dire les mineurs qui commettent des infractions. Et à ce moment-là, on intervient dans cette optique-là. Voilà. Tilda, qu'est-ce que donc l'UEMO? Alors, l'unité éducative de milieu ouvert, Voilà, qui est du coup chargée de tous les suivis éducatifs des mineurs qui sont connus de la justice. Alors, composé d'éducateurs, d'assistants sociaux, de psychologues, d'adjoints administratifs pour gérer un petit peu tous les entrées et sorties du service. Vous travaillez conjointement avec la PJJ, j'imagine? Alors effectivement, c'est donc Madame Valois est la directrice territoriale de la PJJ. Au sein de l'UMO, pardon, il y a un responsable, donc mon chef N+1, une directrice de service, effectivement, pour organiser le suivi éducatif de tous les mineurs délinquants de la Polynésie, parce que nous intervenons également dans tous les archipels de la Polynésie. Très bien. C'était une de mes questions, mais on y reviendra tout à l'heure. Christian, alors on essaye de poser le rôle de chacun. Quel est votre rôle et quelles sont vos missions? Donc, je suis le responsable de la circonscription de Papeete, donc la capitale. Il y a 10 circonscriptions au niveau de la DSFE. Nous sommes un service du pays. Essayez de vous approcher un peu du micro, Christian. Nous sommes un service du pays. Donc, notre patron, c'est Monsieur le Président du pays, Mouitede Proderson. Et donc, nous accompagnons les familles à tous les niveaux et plus particulièrement pour le sujet d'aujourd'hui en protection de l'enfance. Donc, nous avons des éducateurs spécialisés, des assistantes sociales, une psychologue, des conseillers en économie sociale et familiale, un personnel administratif et des responsables pour s'occuper de tout ce beau monde. Là, vous accompagnez les mineurs qui sont victimes. Essentiellement. Liliane, quelle est la situation en Polynésie concernant les violences sur mineurs et les violences perpétrées par les mineurs? Très bien, donc nous avons principalement à connaître de mineurs auteurs, mais il faut savoir qu'on a analysé un peu notre public et dans 80% des cas, on pourrait estimer que ce sont des mineurs qui ont été aussi victimes de violences différentes, physiques, psychiques, de délaissement. Voilà, en tout cas, dans au moins 80% des cas, ces jeunes soit ont été, soit auraient dû être suivis en protection de l'enfance, ce qui aurait probablement limité le nombre de ces jeunes à passer en délinquance juvénile. Voilà. Donc la situation... Oui, pardon. C'est lié au fait qu'on ne parle pas assez, on ne communique pas assez, qu'on n'ose pas dire les choses?
Alors, c'est certain, il y a, il y a une propension, on va dire, en Polynésie à ce que les affaires ou à ce que les problématiques restent internes à la maison. Et ça, c'est problématique tant en protection de l'enfance, mais Madame le juge pourra en parler mieux que moi, mais aussi en enfance délinquante. C'est-à-dire que nous, je vous ai annoncé un chiffre d'à peu près 650 jeunes suivis. Je pense qu'on est en dessous de la réalité, c'est-à-dire du nombre de passages à l'acte réels. On sait que le dépôt de plainte est une difficulté pour beaucoup de gens, de manière générale, et en particulier lorsqu'il s'agit de déposer plainte contre un mineur. Le sentiment, c'est qu'on risque de porter préjudice à l'avenir de ce mineur et que quand même, comme il est mineur, ça vaut peut-être pas la peine de mobiliser la justice. Et aujourd'hui, mon propos est de dire qu'en fait, on fait perdre une chance à ce jeune. C'est-à-dire qu'un jeune qui commet un acte de délinquance est souvent un jeune qui signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, ça n'excuse pas son acte, ça l'explique et ça permet de mettre en place les réponses adaptées. Donc, un jeune qui commet un acte de délinquance qui signifie par ce biais-là que ça ne va pas, s'il est pris en charge par la PJJ, comme le disait Tilda, il va être pris en charge par éducateurs, assistantes sociales, psychologues qui vont se pencher à un moment donné sur cette situation, faire des propositions aux magistrats pour dire voilà ce qu'on devrait faire dans cette situation. Magistrat qui prend ses décisions au regard des conseils, de l'aide et conseils donnés par la PJJ. Et ensuite, l'intervention permet très souvent, dans 8 cas sur 10, d'éviter une réitération. C'est-à-dire que ces jeunes-là, une fois qu'ils sont accompagnés sur le plan éducatif, psychologique et social, ne recommencent pas. Et c'est à cette occasion-là qu'on se rend bien compte qu'un certain nombre d'entre eux, une très grande majorité, un parcours de vie traumatique, marqué très souvent de conditions d'éducation dégradées. Et c'est pour cette raison-là que je dis que le meilleur moyen de lutter contre la délinquance juvénile, c'est d'investir la protection de l'enfance, probablement un peu plus que ce qu'aujourd'hui le pays a les moyens de faire. Christian, est-ce on peut réussir justement à casser un petit peu ces mauvaises habitudes, parce que ce sont de mauvaises habitudes dans le cas précis là, et de réussir à faire en sorte que la parole se libère un petit peu plus et qu'on puisse faire avancer les dossiers? Je dirais que ça commence au sein de la famille, du foyer, parce que l'éducation vient des parents, de l'environnement proche de la famille, et qu'on se doit de mettre en œuvre un accompagnement des familles, un accompagnement parental des enfants, en polyvalence déjà, avant que ça n'arrive dans le cas d'un signalement, voire chez le juge des enfants avec une mesure de protection, et par la suite une mesure au pénal. Donc, on se doit de se réinventer chaque jour, parce qu'avec les moyens que nous avons, on est obligé d'organiser, de se réorganiser pour accompagner au mieux tous ces jeunes qui sont en souffrance. Et le point de vue de Mélanie, alors la juge pour enfants, vous voyez ça comment? Est-ce qu'on va réussir, on va tendre vers ça ou il y a encore un long chemin? C'est notre travail au quotidien, hein. Clairement, Et votre constat, oui. toute la journée, on parle de la violence intrafamiliale, de la violence conjugale, des conséquences qu'elles ont, hein, sur les enfants et sur le système familial. Nous, ce qu'on souhaite, c'est effectivement protéger les enfants de cette violence, de la violence qu'ils subissent directement, qui est la maltraitance infantile, de la violence qu'ils subissent indirectement, de la violence conjugale et qui crée en eux des nombreux traumatismes. Et nous, ce qu'on veut éviter aussi, c'est qu'on soit face à des enfants qui ne sont pas en capacité de se développer, qui vont intégrer des normes qui ne sont pas les bonnes, qui ne sont pas celles qui leur permettront effectivement de bien se construire et de bien se développer. Et effectivement, il est important de parler de la violence, il est important de faire de la prévention, il est important aussi de la sanctionner, cette violence, parce que tant qu'on ne met pas des mots sur les actes qui sont commis, les enfants culpabilisent, les enfants ils ont honte, les enfants ils ne s'estiment pas victimes. Et effectivement, c'est des enfants qui seront traumatisés, qui vont porter des atteintes à eux-mêmes, qui auront des conduites addictives, des conduites suicidaires, des conduites d'autodestruction, ils vont avoir des conduites de violence à l'égard des autres, hein, que ce soit à l'école, que ce soit envers la fratrie, envers la maman, qui par exemple est victime de violence, l'enfant va reproduire la violence sur sa maman, et au fur et à mesure du temps, ce traumatisme, il va gangréner dans l'enfant, et ça va créer des stress post-traumatiques, et c'est des gens qui ne pourront pas se construire bien, et qui vont reproduire un schéma de violence, donc c'est notre travail au quotidien. Quel type de violences sur mineurs sont le plus souvent constatées et quel type de sanctions ou jugements sont prononcés? Alors, il y a beaucoup de violences physiques, clairement, hein, ce que ici certains peuvent appeler la correction éducative, mais qui n'est que de la violence, hein. Beaucoup de violences psychologiques aussi, on rabaisse l'enfant, il est humilié.
énormément de violences sexuelles, intrafamiliales, beaucoup d'inceste, dont on ne parle pas assez parce qu'effectivement, on ne pose pas les mots sur l'interdit, sur la frontière. Donc ça, c'est vraiment la majorité des violences que l'on constate ici. Une petite spécificité, c'est qu'il y a beaucoup de violences conjugales entre mineurs, c'est-à-dire chose qu'effectivement, ailleurs, on peut voir plus chez les majeurs. Ici, on la constate déjà sur des jeunes de 13, 14 ans qui vivent en couple et qui se montrent violents les uns envers les autres. Et les sanctions, effectivement, c'est 2 types de sanctions. Il y a la sanction pénale, c'est-à-dire des poursuites qui sont devant le tribunal correctionnel ou devant le tribunal pour enfants si c'est des mineurs qui sont auteurs. Effectivement, donc il y a la sanction pénale et il y a tout ce qui est le volet protection de l'enfance, c'est-à-dire l'assistance éducative où on va mettre en place un accompagnement avec la DSFE pour travailler la question de la violence sur le plan civil. Tilda, Liliane voulait réagir. Oui, juste une précision. Donc, effectivement, sur notre public, nous avons analysé notre public et effectivement, on a 30% des jeunes que nous suivons qui vivent en couple. Ce qui est quand même une particularité, une réelle spécificité du territoire parce qu'ils vivent en couple avec l'adhésion des parents. Donc, ils sont mineurs et ils vivent en couple. Effectivement, ils ne sont pas forcément prêts à vivre. Et en plus, au sein de la famille. Alors, oui, souvent au sein de la famille. Et il faut savoir aussi que 8,5, presque 9% des jeunes que nous suivons seront eux-mêmes parents en étant enfants. Et ça aussi, c'est une donnée très particulière et qui donne lieu à une prise en charge dédiée et aussi à un message de prévention. C'est-à-dire qu'il y a probablement un âge de maturité pour tout et que lorsqu'on est dans des grossesses précoces ou dans des... lorsqu'on vit maritalement de manière précoce, ça peut générer davantage de difficultés. La réalité, Tilda, comment est-ce qu'on peut intervenir sur accompagner des jeunes gens qui auraient de très mauvaises habitudes? À quel moment on peut essayer de les faire changer et les remettre, on va dire, sur de bons rails? Alors, de bons rails, pardon. Déjà, nous, on intervient grâce à une ordonnance du juge des enfants, en tout cas des magistrats, qui nous permet d'intervenir dans la situation d'une famille. Moi, je vais dire que, alors, dans mon cas, on met en place des mesures d'investigation, donc prononcées lors des audiences. On est 3 voire 4 personnes à intervenir dans la situation d'une famille, un éducateur, une assistante sociale, un psychologue, parfois même la conseillère technique de santé qui accompagne sur le plan de la santé, qui travaille effectivement toutes ces questions qu'on vient d'aborder, la famille, la sexualité, la prise en charge sur le plan de la santé. Je me rends compte que les familles sont en très très grande difficulté parce que démunis, parce qu'eux-mêmes, en étant enfants, ont eu des difficultés. On reproduit les mêmes schémas. Exact, on reproduit les mêmes schémas. Est-ce qu'il y a une solution? En tout cas, nous, la nôtre, c'est de les accueillir au service, c'est de comprendre leur situation, c'est d'aborder avec eux tout le cheminement de leur histoire de vie, le fait de débloquer avec eux certains traumatismes en les orientant soit vers un psychologue, soit vers, en tout cas, les institutions qui sont présentes, que ce soit du pays ou de l'État, pour les accompagner vers la résorption de leurs difficultés eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en faisant une enquête auprès d'une famille, on leur montre à quel endroit il y a eu un souci et est-ce qu'ils veulent bien, avec notre accompagnement, travailler sur ce problème qu'on vient de repérer ensemble. Parce qu'il peut très bien aussi y avoir un blocage. Et j'imagine, parce que on va reprendre un cas de figure que vous avez énoncé tout à l'heure, 14 ans, trouve normal de taper sur sa copine parce qu'il l'a peut-être déjà vu faire avant. Je mets tout au conditionnel, moi je stigmatise personne et c'est pas mon rôle. Mais si ce jeune homme-là, et là c'est souvent des jeunes gens, des jeunes hommes quand même, n'est pas conscient de ça, si les parents ne sont pas conscients, si l'entourage n'est pas conscient, vous devez vous retrouver face à différents remparts et ça va être très compliqué que d'arriver au cœur du problème et d'expliquer à ce jeune homme mais mec, c'est pas la bonne façon de faire, quoi. Exact. Alors, moi, en tout cas, le point fondamental que je cible lorsque je rencontre un mineur auteur de violence ou en tout cas impliqué dans une affaire de délinquance, c'est qu'il est en manque de cadre. Donc forcément, il y a tout ça à travailler et surtout un manque d'affection. Et le fait qu'il soit en couple, entre guillemets, à 14, 15, 16 ans, ça démontre qu'il y a ce manque cruel d'affection et d'amour, de considération de quelqu'un. Un parent qui ne regarde pas son fils ou sa fille en face et qui lui explique les choses, et du coup, il va rechercher l'attention de quelqu'un d'autre. Et une petite amie, parce qu'ils sont fragiles tous les deux à l'adolescence, s'apporteront l'un pour l'autre. Un soutien mutuel. Voilà.
en termes d'affection, en termes d'amour, entre guillemets, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Et forcément, ça crée tout ce sentiment de jalousie, de possessivité. Tous ces thèmes-là sont à travailler. Des réactions un peu exacerbées qui n'auraient pas lieu d'être. Voilà. Et ces thèmes-là sont à aborder avec ces jeunes. Et en même temps, en complémentarité, il faut aborder le plan de la parentalité au niveau des parents eux-mêmes qui, ensuite, pourront expliquer aux enfants qu'est-ce qui se passe exactement dans un processus normal d'une famille, entre guillemets, normale. Il y a un vrai paradoxe parce que la Polynésie est un pays où on accueille vraiment les gens. La Polynésie est un pays où on aime la famille. Et on ne réussit pas spécialement alors à communiquer et à expliquer à nos enfants qu'on les aime. Et ce genre de choses, Mélanie, il y a un vrai paradoxe quand même là. Ici, c'est vrai que dans beaucoup de familles, on ne met pas les mots sur les émotions, on ne met pas les mots sur les L'exclusion actions. consacrée, ça fait honte. Voilà. D'accord, c'est souvent ça. Ça fait honte, on ne sait pas comment expliquer. Et là où je dis effectivement, le cœur de ce que nous, on essaie de faire au quotidien, c'est déjà d'identifier la source du danger, d'identifier la difficulté, mais de leur faire comprendre. Parce que si on veut que ça fonctionne, il faut que la famille, elle adhère à ce constat, au constat qu'il y a une source de danger, qu'il y a un risque, qu'il y a une défaillance, qu'il y a une difficulté pour pouvoir y travailler dessus. Et ça, c'est un vrai travail qui prend du temps. Et dans le même esprit, la continuité, c'est qu'il y a des mineurs qui sont auteurs de faits, mais il y a aussi des mineurs qui sont victimes. Et par exemple, Christian, vers qui elles peuvent se tourner et comment ces victimes peuvent être... Parce que si la parole ne se libère pas aussi au niveau des victimes, j'imagine que c'est encore aussi compliqué pour vous que de réussir à avancer sur un dossier. Il y a une banalisation, surtout. On considère que c'est normal. Oui. Pour certains, pas pour tout le monde. Oui. Non, il faut savoir qu'on nous signale toutes les grossesses de mineurs de moins de 15 ans, systématiquement. Qu'ils soient bien entourés ou moins bien entourés par leur famille. La loi l'impose. Voilà, on nous les signale. Donc, on se doit d'intervenir dans le cadre de ce signalement-là. Et heureusement que parfois, les parents se mobilisent bien, accompagnent pour le suivi de la grossesse. Il y a le Farida Maha aussi qui est là pour accompagner ces jeunes-là. Malheureusement, il y a des situations où le jeune homme, souvent par jalousie, va séquestrer sa copine, parce que c'est sa copine, et ne lui permettra pas de sortir, et donc va lui faire un enfant. Et juste pour compléter ce que Mme Valois disait, que cautionné par les parents, c'est contraint. Souvent, c'est contraint. Les parents sont contraints de cautionner parce que les jeunes, ils sont en mal d'affection, en mal d'amour. Si on leur interdit, ils vont passer à l'acte, ils vont fuguer ensemble et revenir 3 mois après. Enfin là c'est un cercle. Là, c'est un cercle, on s'en sort plus. Il faut quand même peut-être remettre au centre la réalité des choses. C'est le travail impératif des parents. Oui. C'est les premiers protecteurs de l'enfant. À la base, voilà. Nous, on est le dernier rempart. Normalement, c'est eux. Entre abus sexuels, entre violences, ce genre de choses, comment la victime va réussir à libérer la parole et comment elle va réussir à se tourner vers thérapeute, son médecin, tout ça, et puis alerter. Comment est-ce qu'on réussit à casser ces barrières? C'est édifiant parce qu'on a des actions collectives, on va dire. On a un dispositif, entre guillemets, qui s'appelle les sexperts. Donc, c'est une sorte de jeu de loi où on va partir de la rencontre de jeunes, de moins jeunes, et ils vont chacun jouer et donner leurs sentiments sur comment ils se sont rencontrés, quelle est la suite, est-ce qu'on va sortir en boîte, est-ce qu'on va faire un enfant de suite, est-ce qu'on va se marier. Donc tout ça, ça permet à chacun, aux jeunes et aux moins jeunes, de s'exprimer sur leur relation amoureuse. Nous, on voudrait amener les jeunes à la relation amoureuse et pas à la relation tout court où il y a un mec et une nana et voilà. Oui. Donc, il faut qu'il y ait un cheminement et qu'il soit posé. Ouais. Vous vouliez réagir? Il y a plusieurs points. D'une part, distinguer les auteurs et les victimes. Voilà, c'est une approche qui est incomplète parce que souvent l'auteur est aussi victime, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais du coup, c'est vrai que cette prise en charge, elle est à ce moment-là, il faut l'envisager de manière concertée. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer que des jeunes, à l'occasion d'un acte de délinquance, on découvre qu'ils sont dans une situation d'éducation qui correspond pas à leurs besoins. Et mobiliser à ce moment-là, effectivement, la DSFE dans ses missions de protection de l'enfance, continuer à intervenir à la PJJ parce que la réponse pénale doit s'exercer. Donc ça revient à dire quoi? C'est-à-dire que la réponse pénale, quand Madame Tempia nous confie une décision, c'est borné dans le temps. On va dire, je ne sais pas, ça dure 2 mois.
En revanche, la problématique qui existait avant ces 2 mois, elle perdurera très certainement après, mais c'est une problématique protection de l'enfance. Donc il faut qu'on puisse travailler ensemble, c'est ce qui se fait d'ailleurs, on a de très très bonnes relations, mais c'est vraiment 2 approches qui se complètent et elles ne sont pas complètement différentes et elles ne sont pas à distinguer. Certaines modalités de travail sont les mêmes d'ailleurs. Là, monsieur parle des outils pour travailler sur les violences conjugales, la vie affective et sexuelle, il y en a beaucoup. Et nos éducateurs, nos travailleurs sociaux ont à peu près la même formation. Souvent, nous-mêmes, on recrute des gens qui ont eu une formation exclusivement en protection de l'enfance. Donc, c'est une, on va dire, identité professionnelle commune. Voilà. Et la manière dont on prend ces difficultés-là en charge, il faut se dire que ça s'inscrit dans le temps. Et ça, souvent, pour le grand public, c'est difficile à entendre. C'est-à-dire qu'un jeune qui va avoir un comportement qui vient contrarier, on va dire, l'ordre public et contrarier, on va dire, les conventions sociales, on voudrait que ça s'arrête. C'est-à-dire on dit, bon ben voilà, ça y est, la justice elle est saisie, ça va s'arrêter. Or, il y a tout le cheminement et l'accompagnement psychologique, psychique de cet enfant et l'accompagnement des parents dans leur parentalité qui va prendre du temps. Alors, on a de bons chiffres à la protection judiciaire de la jeunesse, mais c'est vrai que voilà, plus le volume de jeunes suivis est grand, peut-être moins les chiffres seront bons, mais plus on touchera le public cible. Et donc aujourd'hui, ça me semblait être un moment important pour pouvoir dire que si on doit sensibiliser les gens sur quelque chose, sur le sujet de la justice et des mineurs, c'est effectivement de libérer la parole, alors tant en signalant des situations d'enfants en danger, et tout le monde est en mesure de le signaler. C'est-à-dire, c'est pas mais l'école est au courant, donc c'est pas à moi de le faire. Mais le voisin est au courant. À force de dire ça devrait l'autre, personne ne le fait. Personne le fait. Donc le signalement est quand même assez aisé, et Madame Tapia en parlera certainement, mais aussi porter plainte lorsqu'un enfant a dépassé une limite qui est celle de la loi. Parce que, à cette occasion-là, d'abord on lui dit ça tu peux pas voler, tu peux pas te taper comme ça quelqu'un, etc. Et en même temps, tu ne peux pas le faire, mais on va comprendre pourquoi tu l'as fait et on va voir comment on peut t'aider à ne pas recommencer. Ce qui a du sens. Ouais. Quand sur des exemples concrets, je vais revenir sur les victimes, quand des mineurs ou des mineurs ou des très jeunes sont victimes de violences de toutes sortes, comment est-ce qu'on fait pour les extraire de la famille? Comment est-ce qu'on fait pour les mettre en lieu sûr, puisqu'il n'y a pas d'autre terme? Comment est-ce que c'est perçu et de quels moyens dispose la justice, on va dire? Alors, une fois que le juge des enfants est saisi, effectivement, dans le cadre du danger, on a plusieurs outils qui sont à notre disposition. On a ce qu'on appelle les mesures d'assistance éducative en milieu ouvert, c'est-à-dire que l'on confie une mission aux éducateurs de la DSFE pour faire un accompagnement à domicile. Parfois, l'accompagnement à domicile se révèle insuffisant à assurer la protection de l'enfant. J'imagine que c'est sur des dossiers dossiers, je peux pas dire, mais des cas un peu moins graves peut-être. Voilà. C'est pas forcément que c'est moins grave, c'est que des fois on peut permettre l'accompagnement à domicile, même quand il y a eu des violences, des fois parce qu'il suffit que le travailleur social vienne régulièrement, que les parents sont en capacité de se remettre en question. Et effectivement, on peut le travailler à domicile. Des fois, il y a des situations où c'est impossible de le travailler à domicile, ou du moins c'est prématuré de le travailler à domicile, et on est obligé effectivement d'extraire l'enfant du domicile, ce qu'on appelle des mesures de placement. Et là après, on a diverses possibilités de placement. Alors on va essayer de privilégier des placements en milieu familial, ça peut être chez une tati, chez les grands-parents, chez une cousine, chez une voisine parfois, ou une nounou qui est proche de l'enfant et de la famille et qui a cette confiance. Parfois, on n'a pas la possibilité de faire un placement familial. Effectivement, on fait un placement auprès de la DSFE. Et là, c'est soit un placement en foyer, soit un placement en famille d'accueil agréées, c'est-à-dire qui sont des familles d'accueil formées pour l'accueil des enfants. Et effectivement, ça, je lance un appel aussi sur le fait que ces familles d'accueil, on n'en a pas beaucoup et que c'est nécessaire parce que des enfants qui sont au foyer, on en a. On a des enfants qui sont au foyer pendant des années parce que les parents sont en telle incapacité de pouvoir les récupérer qu'effectivement, on a des enfants qui passent des années, voire 5, 10 ans, des fois en foyer, et ils auraient besoin de vivre plutôt en milieu familial. Donc effectivement, on a ces deux options-là. Mais c'est les dernières que l'on met en place. Ouais, j'imagine. Tilda, en faisant les recherches, j'ai vu qu'il existait dans d'autres pays des réunions entre mineurs condamnés et leurs victimes pour que la prise de conscience soit un petit peu plus concrète. Est-ce que ça existe en Polynésie? Est-ce que c'est une méthode qui est utilisée? Alors, oh, excuse-moi. Alors effectivement, ça commence les mises en place sont faites, est-ce que vous le faites déjà? Alors, en ce qui nous concerne, nous, au niveau de la PJJ, nous n'avons pas de personnel qui sont formés sur la justice réparatrice, donc c'est comme ça que ça s'appelle au Québec. Donc au mois de décembre, il y a plusieurs organismes qui se sont alliés pour faire venir des personnes pour former
des professionnels. En France, en tout cas sur le territoire métropolitain, ça s'appelle la justice restaurative. Oui. Et il y a des formations effectivement qui sont mises en place. Donc oui, ça commence. Ça se fait notamment, en tout cas ça s'est testé, entre guillemets, sur Nutania, avec des personnes auteurs et des victimes qui ont pu effectivement entrer dans une forme, alors je vais dire médiation, mais je ne connais pas tous les termes qui sont utilisés, mais en tout cas la justice réparatrice, j'ai pu y assister à une conférence d'une matinée, c'est très innovant. C'est très intéressant. Après, je pense que c'est le travail de plusieurs organismes qui doivent s'allier pour réfléchir à comment mettre en place cette justice-là ici en Polynésie. Dernière question, Mélanie, dans quelle mesure les parents sont aussi responsables des actes de leurs enfants? Et je parle de responsabilité, alors je ne sais pas si on dit pénale ou civile, mais il y a un moment, on ne peut pas se défausser. Mon fils a 13 ans, il fait une bêtise, je vais dire une connerie, mais voilà, j'en suis responsable. C'est ça. C'est-à-dire que le parent, à partir du moment où il a la charge pleine et totale de son enfant, si son enfant commet une infraction, il sera déclaré civilement responsable. C'est-à-dire qu'il sera tenu de réparer les dommages causés par son enfant mineur. Voilà. Donc effectivement, si le mineur il est poursuivi au tribunal pour des faits de vol, qu'il a volé un scooter, que le scooter a été cassé, la victime peut se constituer partie civile, demander réparation, c'est-à-dire des dommages et intérêts. Et effectivement, le mineur, via ses parents civilement responsables, les deux seront condamnés in solidum à réparer le préjudice qui a été causé, parce que la victime a droit aussi à la réparation de son préjudice. Il est bien évident qu'un mineur de 13 ou 14 ans n'a pas les moyens de réparer les préjudices causés, donc c'est les parents qui en seront tenus responsables. C'est bien de remettre aussi les parents au centre de certains problèmes de leur responsabilité. Ouais. Nous comprenons maintenant la complexité des faits impliquant des mineurs victimes ou coupables et la façon particulière de juger ces affaires. Merci à tous d'avoir répondu à mes questions. Cette émission sera en replay sur le site de TNTV. Bonne fin de journée sur TNTV.